Et ben c'est parti. Du coup, welcome back. Cette fois-ci, on va repasser en français. On teste un format un peu spécifique cette fois. Ça va plutôt être un format pas vraiment présentation, mais un peu présentation et interview. Parce que c'était dans le format dans lequel tu te sentais mieux, Mathieu. Du coup, Mathieu, c'est un intervenant extérieur et un très bon copain à moi. L'idée, c'est de vous présenter un peu la façon dont il construit, on va dire, ses projets perso et pro en même temps. Et du coup, ben, je pense qu'on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc, je te laisse te présenter. 1, 2, ouais. Eh ben, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Pour me présenter succinctement, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je m'appelle Mathieu, j'ai 36 ans, j'ai un parcours de vie, un peu classique au début, rien d'extraordinaire. J'ai grandi, en banlieue parisienne, avant de venir à Lyon, de ensuite faire une école de commerce, assez classique, et de rencontrer Thomas par ailleurs, en soirée. Puis ensuite de commencer voilà, une carrière assez classique dans le conseil pendant mes premières années post-école, jusqu'à ce que petit à petit, voilà, je vais dire que je ressente un peu un manque sur des envies que j'avais mises de côté et que je décide d'arrêter pour un temps du moins ma carrière pro pour me lancer sur des projets, on va dire, ouais, des projets annexes. Donc en l'occurrence, moi, c'était plutôt des envies de voyage et d'exploration. Et du coup, en 2018, donc il y a 6-7 ans bientôt, je me suis lancé sur un premier voyage à vélo donc pour rejoindre la Turquie. Euh, voilà, c'est pendant plusieurs mois et pour partir d'ici de Lyon pour rejoindre Istanbul en passant en traversant l'Europe et en revenant du coup à vélo pendant une boucle de 4-5 mois environ. Et je me suis pas arrêté là puisqu'après j'ai continué ensuite à plusieurs fois à faire des allers-retours, on va dire, entre ma vie professionnelle. Chez Bedrock, vous êtes une boîte tech. Je pense que vous voyez ce dont je parle quand je dis que je suis product manager, product owner. Voilà, et à faire des allers-retours, on va dire, entre une carrière pro que j'essaie de faire avancer et concilier ça avec des envies de voyage sur ces dernières années. Donc là, il y a quelques exemples sur le slide, mais voilà. Donc c'est des envies notamment de marche dans les Pyrénées, dans les Balkans, qui durent souvent plusieurs mois, ou bien plus récemment de nouveau à vélo pour rejoindre le Sahara depuis Lyon pendant une traversée de l'Europe et du désert, voilà, sur plusieurs semaines. Ouais, et du coup, ce qui est un peu, ce qui m'a toujours un peu surpris, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce talk, c'est que Mathieu, c'est pas juste le mec qui voyage ou qui travaille. En fait, il fait vraiment les deux. Et en fait, bah, parfois, tu apprends que dans 6 mois, en fait, il se dit, bah, je vais partir de Lyon et je vais prendre mon vélo et je vais aller dans le Sahara. Et moi, ça m'a toujours un peu bluffé parce qu'il y a ce côté, en fait, où globalement, du jour au lendemain, tu es capable de te dire, bah, dans 3 mois, je vais prendre 3 mois off, je vais totalement couper ma carrière et je vais faire ce projet-là. Et c'est vrai que c'est la question que je me suis toujours posée, c'est enfin, on a déjà plusieurs fois parlé, mais c'est pourquoi en fait, d'où ça vient tout ça et qu'est-ce que tu en tires en fait, à la fois pour le pro et pour le perso? C'est vrai. À la base, il y avait rien de calculé, on va dire. C'était plus une envie qui était là, je pense, de base. Hem, donc j'avais envie voilà, je sais que j'avais cette envie en moi d'aller explorer et puis d'aller voir les choses de façon lente. Donc j'ai utilisé le vélo pour le faire. Mmh, je pense que c'est quelque chose qui était là quelque part, depuis assez longtemps. On en parlait la dernière fois d'une anecdote de moi quand j'étais gosse, quand j'habitais en banlieue parisienne, qui prétextait aller à l'école et qui en fait allait rejoindre les différentes villes de banlieue parisienne à vélo. Je pense que ça, quelque part, c'est resté en moi et je l'avais juste un peu mis de côté. Et du coup, je pense que c'est revenu petit à petit. Donc je me suis lancé, je me suis écouté en fait, je pense, sur cette première envie.
Et j'ai décidé de prioriser ça par rapport à ce que pouvait m'apporter ma carrière pro qui me satisfaisait pas entièrement, je pense, à ce moment-là. Ouais, je vais y arriver. Et donc ça, j'ai lancé j'ai démissionné tout simplement. Donc j'ai fait les choses un peu radicalement, mais c'était plus fort que moi, je pense, d'aller dans ce sens-là. Et puis après avoir fait ça, bah voilà, j'ai pu retrouver un boulot. Donc je voyais qu'en fait ça passait, mais je savais qu'il y avait encore des envies en moi qui étaient là pour aller continuer d'explorer et faire d'autres voyages derrière. Mais je voyais qu'en fait c'était pas grave en fait que tout s'était bien passé et que même le fait de pas avoir mis mes envies de côté, bah au final j'en sortais plutôt gagnant parce que j'ai l'impression de m'écouter jusqu'au bout et sans pour autant que ce soit une catastrophe dans ma vie pro et perso. Et donc en fait, on le fait une fois, on le fait deux fois, on le fait trois fois et on voit qu'en fait on trouve un certain équilibre là-dedans et je pense que il y avait pas vraiment de stratégie là-dedans, simplement que je me suis écouté jusqu'au bout pour faire ça et en faisant différents tests, on voit que ça apporte une forme d'équilibre et dans lequel je me retrouve totalement. Donc du coup, voilà, pour le moment, je continue là-dedans et j'essaie de continuer sur cette voie-là. Alors, autant tu dis qu'il y avait pas de stratégie à la base, mais finalement, il y a quand même un pattern qui se dessine un peu, qui est le côté de tu travailles pendant 1 an pardon, 1 an, voire un peu plus d'1 an, voire 15 mois et en fait, tu pars pour une durée limitée parce qu'en général, sur tous les projets qu'on a vus, c'est des projets qui vont te prendre à peu près 2 à 3 mois, sauf, peut-être les Pyrénées qui t'ont pris un tout petit peu moins de temps pour le coup. Mmh. Mais en général, voilà, c'est des projets de 2 à 3 mois. Donc en fait et c'est ce qu'on se disait aussi, c'est tu as une durée quand même assez limitée et c'est un peu ce qui te sauve aussi dans cette affaire. Ouais, disons que sur le CV, j'évite de trop en parler. En tout cas, je mets pas forcément toujours en avant et je fais ça effectivement de façon assez limitée, mais ça s'est un peu imposé par soi-même. On va dire, il y avait pas de je voyais qu'en fait ça nuisait pas spécialement lorsque je devais rechercher un boulot ou maintenant que je suis en freelance, rechercher une mission, je voyais que ça impactait pas particulièrement ma recherche ou quoi. Et donc en fait la stratégie elle s'est un peu imposée naturellement, on va dire. Et, et au final ça marchait quoi, ça continue de marcher. Voilà. Et d'ailleurs, d'un point de vue du boulot, alors tu es PM à l'heure actuelle, mais c'était pas du tout ton boulot de base, parce qu'à la base, tu étais plutôt consultant en stratégie, si je me souviens bien. Et du coup, tu m'as aussi dit qu'il y avait on va dire une certaine réorientation en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce chemin professionnel? Pourquoi tu as choisi PM? Parce que c'est quand même particulier, et surtout, il y a un autre point, c'est que, enfin peut-être que certains développeurs y seront sensibles, mais tu as appris à coder aussi pour être meilleur dans ton boulot, je crois? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu plus aussi de cet aspect-là que tu as nourri? Effectivement, bah, je suis devenu PM en revenant de mon premier voyage. J'avais trouvé des ponts entre ce que je faisais dans la première partie de vie professionnelle et la suite. Et je voyais qu'en fait, simplement, le marché de la tech était quand même assez porteur. Et je me suis dit, il y a peut-être je pense que je peux y trouver une certaine liberté de mon côté vu qu'il y a une demande de candidats assez importante, en tout cas à l'époque, c'est plutôt comme ça qu'était le marché. Et moi, ça m'a apporté une certaine liberté en fait pour pouvoir continuer ces projets-là. Donc j'ai trouvé on va dire un domaine professionnel qui permettait de bien faire la balance entre les deux aspects, de ma vie. Et puis effectivement, à la base, j'étais quand même un peu geek, donc ça s'est un peu imposé aussi assez rapidement. Donc j'y ai trouvé des avantages perso, mais aussi pro, parce que c'est quand même un job que j'adore et qui me permet de trouver un équilibre perso aussi, de par le fait que ça se prête assez bien aujourd'hui à faire du freelance et moi à côté de continuer mes projets. Et ce qu'on disait, il y a peut-être aussi certaines passerelles entre, être PM et préparer, des voyages, enfin notamment dans tout ce qui est, planification, dans tout ce qui est, parce que, faire le chemin de partir pendant 3 mois, que ça soit ou aller au Sahara ou traverser les Balkans, il y a quand même, pas mal de préparation et donc du coup, j'aimerais bien aussi que tu nous donnes un peu les insights par rapport à ça, comment tu arrives à conjuguer les 2 et quelles sont les passerelles que tu fais entre les 2?
Bah, déjà, il y a un truc, dont je me rends compte à chaque fois, c'est que l'un nourrit l'autre, dans le sens où quand je reviens de voyage, je me sens toujours extrêmement frais et vif pour revenir dans le monde professionnel et j'ai l'impression du coup dans les missions que je fais chez mes clients, bah, j'apporte une espèce de fraîcheur, parce que j'ai eu le temps de faire un break qui m'a vraiment permis de prendre de la hauteur. Hem et après il y a je pense qu'effectivement, il y a des choses de la vie pro qui me servent aussi dans ce genre de projet, tout simplement sur la partie préparation comme tu le mentionnais, pour planifier, pour anticiper, j'adore faire des fichiers Excel pour pour savoir tout ce que je vais emporter, tous les endroits par lesquels je vais passer. Et puis dans l'autre sens, il y a aussi, les voyages à pied ou à vélo. Je sais pas si vous êtes toujours très familier, mais c'est pas toujours une partie de plaisir. Il y a pas mal d'inconnus on va dire de choses dont ce serait bien passé. Par exemple, dans les Balkans, je suis tombé nez à nez avec des ours dans les forêts qui étaient de Croatie notamment. C'est des expériences qui sont assez marquantes et qui vous font relativiser a posteriori. Et donc, c'est vrai que du coup, quand on revient dans le monde pro, on apprend à relativiser et à minimiser peut-être un peu les soucis qu'on a au quotidien et qui semblent plus si importants en fait. Voilà. Donc, ça permet d'apporter un peu de relativité, je pense. Relativiser, je sais pas comment dire. De relativiser les De choses, ouais. relativiser les choses. Voilà. Ou de relativité, ça marche. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'à la base, moi, j'avais proposé un premier titre de talk pour celui de Mathieu et c'était dû dire de PM à aventurier. Et en fait, il m'a dit: «Oh là 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 là, non, dis pas que je suis aventurier» parce qu'il se sent pas aventurier et c'est un point sur lequel on a échangé aussi, qui est qu'en fait, à la différence de ce qu'on peut voir avec MyCorn, toi, tu es beaucoup plus dans la maîtrise, notamment de ce que tu me parlais sur les Balkans, parce que c'est vrai que les Balkans, ça a été assez particulier et qu'il y a beaucoup de paramètres que tu as essayé de gérer, en fait, dans cette aventure-là. Hem, du coup, pour répondre au premier point, il y a effectivement, j'aime pas trop ce terme aventurier. Je trouve que c'est un peu galvaudé aujourd'hui ou en tout cas, utilisé un peu à tort et à travers. Moi, c'est plus des envies d'exploration, je pense, et de curiosité, que j'essaie d'assouvir. Là, les Balkans, en l'occurrence, pour moi, c'était juste une région, un peu inconnue d'Europe où personne ne met jamais vraiment les pieds ou en tout cas assez peu de personnes et qu'on connaît assez mal et que j'avais envie d'explorer d'une autre façon. Mais j'appelle pas ça de l'aventure, enfin, en tout cas, pas au sens, classique du terme. C'est plus, effectivement, il y a des il y a des inconnus sur le parcours, mais c'est plus une exploration lente que j'ai envie d'expérimenter hem et une découverte, que je fais par moi-même. Mais il y a pas de notion d'aller chercher, quelque chose de risqué en tout cas, comme on peut l'avoir dans le sens aventureux, du terme. Moi, c'est le risque, si je peux m'en passer, ça me va bien. Je suis même plutôt quelqu'un d'anxieux à la base, donc disons que ça m'aide pas forcément. Hem, Ça, par contre, j'ai conscience que ça fait partie aussi de l'expérience aussi et et qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut trouver un espèce d'équilibre là-dedans donc moi, je suis pas du tout une tête brûlée, j'apprends à le je maîtrise au maximum le risque, que je prends, ça atteint jamais zéro, mais en tout cas, je le recherche pas à tout prix, quoi. Et du coup, alors, la question qui était particulièrement sur les Balkans, c'était, parce que Balkans, il y a énormément de champs de mines. Est-ce que tu as pu avoir toute une cartographie de ces champs de mines-là pour éviter le risque ou comment tu as géré, en fait, cet aspect-là? Comment tu cherches l'information? Parce que c'est aussi ça, en fait, dans les voyages, c'est trouver l'information, pour tout. Bah, là, typiquement, la photo, c'est justement dans les montagnes de Bosnie, heu, on dirait pas comme ça, mais j'étais bien dans une zone, en tout cas, cartographiée comme minée et effectivement, j'ai essayé de repérer au maximum les endroits minés. J'avais même une application, qui était disponible, qui est développée uniquement pour la Bosnie et qui permet de savoir où sont les champs minés et lorsqu'il y a une mine un peu trop près, le téléphone commence à vibrer. Donc ouais, ouais, enfin, c'est un bon exemple je sais qu'il y a un risque, mais pour autant j'essaie vraiment de le minimiser au maximum en prenant mes précautions. Hem Et après ça enlève pas ça enlève pas le risque parce que je me suis quand même égaré à certains moments et j'étais pas hyper rassuré. Mais il y a un côté quand même,
il y a quand même l'impression d'aller, explorer un bout du monde qui est assez, qui est un peu mis de côté et il y a un sentiment de privilège malgré tout de traverser des montagnes, même si elles sont, supposément dangereuses, de pouvoir y aller. Donc le risque, peut en valoir la chandelle en tout cas, à mes yeux. Et il y a un autre risque aussi, heu, dont on parle pas forcément, ça peut être, les autres. Quand je dis les autres, je pense au dernier voyage, au Sahara. Est-ce que tu me disais quand tu traversais les villages, en fait, que c'était pas forcément des réactions auxquelles tu t'attendais avec les enfants ou des choses comme ça? Qu'il y avait Ouais, alors c'était pas des situations dangereuses en proprement parler, c'est juste qu'il y a des, donc il faut savoir que du coup dans toutes les régions, notamment dans l'Atlas, si vous êtes familier, il y a les régions assez reculées du Maroc, c'est des régions qui sont assez pauvres et qui pourtant sont traversées par énormément de touristes. Et c'est vrai que du coup, quand on est à vélo et qu'on traverse les villages, on est particulièrement sollicité. Et c'est vrai que c'est un peu la même histoire à chaque village. Donc, disons que j'étais plus surpris qu'autre chose de me faire autant solliciter, mais en même temps, j'aurais dû le savoir d'une certaine façon. Donc, c'est pas. euh, Au final, j'en garde quand même un bon souvenir parce que je me suis dit que ça fait partie du jeu. Et en tant que. Voilà, on vient quand même dans un pays pour profiter du pays en tant que tel. Donc, je pense que c'est à nous aussi d'arriver à prendre conscience qu'il y a certaines réalités qu'il faut prendre en compte et j'ai beau me balader à vélo, je peux pas non plus désirer à tout prix d'avoir un chemin sans accroc et où tout va bien, quoi. et du coup, donc en fait, on voit que tu as fait énormément d'aventures, enfin d'aventures, de voyages, d'expériences en fait et par rapport à cette fonction de PM d'ailleurs, est-ce que tu peux juste préciser en quoi ça consiste toi ton rôle, là actuellement par exemple chez Sensevet? Et après quelle passerelle tu vois en fait, je sais pas quel apport ça a dans ton travail, heu, sur le, ouais sur le quotidien ou sur tes relations avec les autres ou comment est-ce que tu envisages les choses différemment maintenant avec tout ça? Bah, du coup, pour répondre à la première question, donc là, je suis product manager en freelance, donc mon taf globalement, c'est m'assurer que les développements vont dans le sens de la stratégie de la boîte et qu'on développe ce qu'il faut pour apporter du business, hein, si je fais très simple. Je pense que vous connaissez bien le métier. Donc là, je fais ça en freelance, donc en l'occurrence pour un client à Lyon qui s'appelle Santévet, qui fait de l'assurance animale, voilà, si vous avez des animaux. Et du coup, sur les passerelles, bah, j'en parlais un peu au début, il y a ce côté, effectivement, peut-être, on relativise un peu les situations un peu stressantes du quotidien. Enfin, moi, je sais que c'est la première chose auquel je pense, c'est que ça me fait relativiser tout ce qui se passe, tous les problèmes qu'on a en prod ou de delivery avec le management, tout ce que vous voulez. Moi, je sais que ça me permet d'avoir gardé une forme une sorte de tête sur les épaules aujourd'hui au quotidien grâce à ce genre d'expérience. Euh, et par ailleurs, c'est quand même un métier qui est assez prenant et assez énergivore. Je pense qu'on peut vite se laisser embarquer si on fait pas vraiment attention. Et je pense que, encore une fois, avec ce genre d'expérience, j'ai l'impression de faire attention à pas m'oublier au quotidien, en tout cas, pas me noyer dans ce que je fais. Je pense que c'est en partie lié au fait de faire un pas de côté des fois dans la vie, de se dire, je pense que là c'est le bon moment pour prendre un peu de hauteur sur ce que je fais et remettre les priorités au centre. Donc ouais, ça me permet voilà, je pense s'il faut synthétiser, à garder la tête sur les épaules à la fin. Mm. Ouais, tu me disais, il y a aussi un aspect, en fait, qui est important quand tu fais tous ces voyages, c'est le côté, en fait, de toujours avancer, d'être toujours en mouvement et que c'est quelque chose aussi que tu essayes de garder dans le travail, en fait, c'est même si tu as l'impression de faire que des petits pas, en fait, c'est continuer à avancer. Ouais, c'est vrai, ouais. Par rapport à, je sais qu'il y a quelque chose sur lequel je trouve qu'il y a des parallèles, c'est que euh, même s'il y a une situation qui après à première vue semble un peu merdique, euh, que ce soit en voyage ou dans le boulot, j'essaie de garder ce côté donc si on prend le parallèle avec la marche, de se dire bon bah là je me suis cassé la gueule,
c'est pas grave, je continue à avancer, je fais un pas, 2 pas, 2 pas, 3 pas, je passe la montagne, je continue et au village suivant, je trouverai de l'aide et après je pourrai repartir. Bah, c'est un peu la même idée en tout cas dans le boulot, c'est OK, on a une merde là, et ben, c'est pas grave, on continue d'avancer et de faire les efforts pour aller de l'avant et c'est je pense c'est, ça me permet de jamais, enfin en tout cas jamais, non, c'est un bien grand mot, mais en tout cas d'essayer au minimum de pas aggraver, des choses et de plus qu'elles ne le sont et de sur et toujours avoir une forme d'optimisme aussi, je pense, pour pouvoir se dire qu'à la fin, en étant dans l'action, on peut faire avancer les choses et je pense que l'action, moi, me rassure aussi d'un côté, quoi. Ça passe par des petits pas, chaque jour réguliers, donc un peu dans la constance aussi, te dire, chaque jour j'en fais un peu plus, la constance plutôt que l'intensité d'ailleurs. Ouais, c'est un peu ce qu'on se disait aussi parce qu'on a fait tous les 2, on a un point commun, c'est qu'on a fait tous les 2 une classe prépa et que la seule chose qu'on a presque retenue de cette classe prépa, c'est qu'en fait, en classe prépa, le but, c'est vous donner beaucoup plus de boulot que ce que vous pouvez faire. Mais qu'en fait, le seul, on va dire, le seul apprentissage de ça, c'est que en fait, il faut faire pour pouvoir avancer. Il faut pas rester paralysé par tout ce que vous avez à faire et par tout le chemin qui reste, quand que tu as à faire encore quand tu dois avancer. Je suis revenu sur la slide, enfin sur la photo là de du chemin de Shikoku. Parce que ma question, c'est de savoir, comment est-ce que tu as choisi cette aventure? Parce que c'est très spécifique. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus, à tout le monde ce que c'est le chemin et comment tu en es venu à faire ce chemin-là? Je pense que quand je reviens de voyage, je nourris, en permanence un peu toute la suite, que ce soit avec des lectures ou bien en regardant des vidéos, ou bien en parlant avec d'autres personnes aussi qui font ce genre d'expérience et c'est vrai que ça nourrit des envies un peu constantes, quoi, donc ça du coup, on n'est jamais vraiment rassasié. On a toujours une envie, d'en faire toujours plus et là, en l'occurrence, bah, c'était quelqu'un qui adorait le Japon et qui m'avait, parlé d'un chemin qui est sur la quatrième plus grande île du Japon et qui consiste à faire le tour de l'île à pied pour marcher dans les pas du moine fondateur du bouddhisme au Japon. Donc c'est un voyage assez spirituel. Et puis du coup, on est considéré comme pèlerin parce qu'on c'est un voyage où on va de temple en temple et on trouve d'autres personnes sur la route, comme sur la photo que vous voyez ici. Et c'est vrai que c'est considéré là-bas comme un peu comme le Compostelle japonais, mais c'est vrai qu'en Europe, on ne connaît pas forcément. Et ça, bah, je pense que sans nourrir une curiosité un peu permanente là-dessus, je suis pas sûr que j'aurais pu le connaître. Donc en fait, le voyage, il est pas que dans les choses. Enfin, le reste du voyage, on va dire, il se prépare en étant chez soi, quoi. Mais après, voilà, c'est juste, c'est une envie c'est une curiosité que je comble par la lecture, les films, etc. Et qui ensuite me pousse à l'action et fait en plus appel à à des souvenirs d'enfance, comme j'ai pu en parler juste avant. Ouais. Et du coup, alors, en fait, là, on discutait un peu de tes prochaines aventures. Tu me disais que pour l'instant, là, c'est pas forcément, des choses que tu as à l'ordre du jour. Tu vas peut-être te poser un peu, c'est ça? C'est devenu raisonnable? Ou, Bah, là, ça fait 3 ans que j'ai un peu enchaîné, donc vraiment, j'ai un rythme assez élevé à vraiment à faire quelques mois de mission, repartir plusieurs mois et enchaîner un peu ça. Donc, sachant qu'à chaque fois, c'est un effort pour se remettre dans chaque phase, puis d'en sortir. Donc là, effectivement, je pense que là, j'ai un petit bout de cycle qui arrivait où j'ai peut-être besoin de me reposer, mais je pense que je vais pas manquer de projets ensuite pour la suite et voilà, ça va certainement. J'ai d'autres idées en tête, mais j'attends de concrétiser petit à petit. et tu me disais aussi que là, ce qui était un peu compliqué en ce moment, c'était peut-être la situation, sur le marché en tant que freelance, sur la partie, enfin, toi, d'un point de vue tech, tu sens que c'est un peu plus Ouais, bah, il y a eu pas mal de facteurs. On sait qu'il y a il y a une forme de crise dans la tech actuellement. Il y a moins de budget, moins d'opportunités, plus de freelance aussi. Donc c'est vrai que ça pose quelques questions de mon côté sur est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ça longtemps. Mais je pense que le fait d'avoir déjà fait ses premiers projets, ça permet de mieux se connaître et de savoir aussi jusqu'où on est prêt à prioriser ce genre de side project dans sa vie. Et aujourd'hui, je sais que c'est quand même toujours important pour moi. Donc, je pense que je trouverai une autre façon de, de continuer à pouvoir faire ça
d'une façon ou d'une autre, et je me sens pas, autant je me pose des questions, autant je me sens pas plus inquiet que ça, quoi. Donc on verra. Alors il y a un dernier aspect dont je voulais parler. Je fais un petit teasing là. Ça, c'est une photo que j'ai récupérée, je crois que c'est une de tes photos d'ailleurs, qui est le carnet de pèlerin sur le chemin de Shikoku. Donc vous voyez avec les kanji, enfin très belle calligraphie, mais qui est en fait, pour faire le pont, c'est que tu écris aussi des bouquins. Enfin, tu en as écrit un et tu as le deuxième qui est en cours là. Est-ce que c'est le deuxième et ça sera fini, ou est-ce que tu penses en faire plus après? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder ou est-ce que c'est trop énergivore avec tout ce que tu as à côté? Ouais, bah, peut-être pour remettre un peu de contexte, effectivement, j'avais écrit un premier livre suite à ma traversée des Pyrénées. Je suis pas du tout écrivain à la base. Enfin, c'est pas du tout ce que je faisais, mais disons que je trouvais que c'est un bon médium pour raconter tout ce qui se passait dans la tête quand on fait ce genre de projet, et pour le partager de façon détaillée avec quelqu'un. Donc ça s'est un peu imposé par soi-même, et là, encore une fois, dans cette idée de nourrir un peu et de faire des ponts entre les initiatives, bah, je me suis pris à aimer à écrire, donc j'ai continué. Et donc aujourd'hui, j'ai ce premier bouquin, j'en ai un deuxième qui est en train d'être finalisé, comme disait Thomas, sur les Balkans. Et j'écris pour le magazine Outside aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Mais je pense que les deux, enfin l'aventure nouvelle écriture et inversement, quoi. Ça permet de. Je pense que j'ai pris goût, alors que je n'aimais pas du tout ça à la fin, mais encore une fois, le fait d'être dans l'action, ça ouvre des nouvelles portes qu'on n'avait pas forcément envisagées. Et moi, je me suis pris à découvrir un peu cette nouvelle passion que je n'aurais jamais imaginée. Et je pense que ce serait jamais arrivé si j'avais pas, voilà, si j'avais pas pu faire ce genre de projet au préalable. Donc, ouais, ça ouvre des portes un peu insoupçonnées, mais je suis content de pouvoir d'avoir découvert ça en tout cas. Et du coup, ben, pour la fin, j'ai mis quelques articles, en fait, dont 2 articles Outside, effectivement, que tu as écrits, et le dernier qui était sur Koros, en fait, que j'avais déjà partagé sur ta traversée enfin, ta traversée, non, mais ton trajet jusqu'au Sahara. Bah, je pense qu'on va arrêter là un peu la partie interview. On va laisser place aux questions, s'il y a des questions. Je ne sais pas si vous en avez. On peut déjà faire un premier round d'applaudissements, je pense, pour pour Mathieu. Alors, première question sur Slack. Comment te loges-tu lors de tes voyages, puis lors de tes retours en France, comme ce sont des petites périodes? Alors, pendant les voyages, c'est un peu au fil de l'eau. Donc, j'ai souvent une tente avec moi, donc c'est souvent dehors. Puis la beauté des voyages, c'est aussi enfin, ça fait très cliché de dire ça, mais c'est quand même vrai, c'est les rencontres qu'on fait. Donc ça arrive régulièrement de pouvoir dormir chez l'habitant, et ce qui est un super moyen de pouvoir entrer en contact avec les personnes sur place. Et parfois, c'est tout simplement un matelas installé sous un abribus, ça arrive aussi. Donc c'est un peu de tout en fonction du contexte et si ça s'y prête. Voilà, et je pense que c'est important de garder une certaine flexibilité. En tout cas, c'est plutôt comme ça que je le vois, de se dire, plutôt que d'avoir préparé une semaine à l'avance partout où on va dormir, de se dire plutôt en arrivant le soir, merde, où est-ce que je vais dormir, et c'est plus comme ça que je le perçois, quoi. Et pour la deuxième question, bah, c'était autant maintenant j'ai un appartement un peu fixe, mais c'est vrai que ça m'a souvent arrivé de me retrouver sur des canapés à droite à gauche en revenant. Donc ça fait partie du jeu. C'était pas les périodes les plus faciles, mais disons que je trouvais que ça en valait la peine, et même s'il y avait cette incertitude sur la capacité à me loger. Puis je relativise encore parce que voilà, j'étais pas à la rue, j'ai un travail derrière, etc. Donc ça restait largement acceptable comme risque. Je crois qu'il y avait une question dans la salle, ouais. Ah bah super. Il a l'air. Non mais je pouvais parler à voix normale, on s'entend, mais c'est pour les gens à distance.
Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question, c'était plus niveau physique. Je suppose que tu dois te préparer parce que tu avales quand même beaucoup de kilomètres. Donc, comment ça se passe? J'ai pas de préparation physique particulière. Enfin, je fais du sport régulièrement, donc ça permet de garder un peu de condition. Mais disons que ce qui est chouette, c'est que le corps en fait s'habitue super facilement à tous les efforts. Autant le premier jour est difficile, autant dès le deuxième, troisième, quatrième jour, ça va beaucoup mieux. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de se surpréparer. Puis encore une fois, je vais pas monter l'Everest ou traverser la jungle comme Mike Horn. Donc autant il faut avoir un minimum de conditions physiques, autant c'est pas nécessaire d'être un athlète de haut niveau pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est juste accepter de dire on y va par étapes. On commence avec des petits kilomètres. Donc on commence une première journée à 10 kilomètres de marche, puis on allonge à 20, 30, etc. Pareil à vélo, et surtout, je pense, savoir s'écouter, y aller étape par étape pour pas se blesser, quoi. Voilà. Donc je fais ça tranquillement. Mais vous m'entendez? J'ai une voix un peu pourrie. Pour la présentation, je me demandais si tu faisais toujours ça en solo ou des fois en groupe, et si c'était plus simple d'être seul pour ce genre d'aventure et de rencontrer des gens, ou de le faire à plusieurs et de se mettre d'accord. Alors, c'est pas spécialement recherché le fait d'être en solo. C'est plus que c'est compliqué de trouver des personnes déjà motivées et puis qui sont disponibles, simplement. Moi, j'ai dû faire quelques choix un peu radicaux pour commencer ça, donc je sais que voilà, c'est pas forcément évident de trouver quelqu'un qui a les mêmes envies. Et par ailleurs, effectivement, le fait d'être seul, comme tu pouvais le dire, ça ouvre quand même des portes aussi pendant le voyage. Je pense qu'il y a on affiche peut-être on a une image de vulnérabilité peut-être un peu plus forte auprès des personnes qu'on voit, qui fait qu'elles sont beaucoup plus enclines à vous inviter, à vous donner à manger, à prendre contact avec vous. Et donc là, c'était un bon exemple ici. J'étais dans un parc, toujours dans les Balkans, et il y a une équipe de télévision qui m'a approché, un peu sorti de nulle part d'ailleurs, c'était assez cocasse. Mais je ne sais pas si avec un effet de groupe ça aurait été la même, mais en tout cas, je l'aurais pas vécu de la même façon, et là, ça reste un souvenir assez rigolo et assez marquant. Donc même si c'est pas recherché, au final, ça m'a quand même apporté plein de choses sur la qualité de l'expérience. Ouais. On a encore une question en ligne. Pendant tes expéditions, gardes-tu contact avec quelqu'un pour donner des nouvelles, ou tu es en complet isolement? Je sais pas si vous voyez la petit appareil là que j'ai, qui a ouais, à la bretelle, qui est en orange. Ça, c'est une balise qui envoie un signal satellite à quelques personnes autour de moi. Donc ça, quand j'ai zéro réseau ou zéro contact, ça permet de dire que je suis bien arrivé ou que je suis parti, et puis d'envoyer des messages d'urgence. Donc comme je disais, j'essaie de faire ça de façon un minimum maîtrisée, et ça en fait partie ça permet notamment de prévenir les secours si jamais j'ai un souci. Donc il y a toujours un bout de contact qui est gardé au bout du bout, et je m'isole jamais complètement, quoi. Je crois qu'on a fait le tour des questions en ligne. Je vérifie. Merci beaucoup. Merci.